Tifosi de la Roma Internet, buonasera, vous écoutez votre Roma Locuta, votre Insta audio 100% AS Roma. Ce soir, pour ma compagnie, je suis avec le critiqueur. Bonsoir. Salut à tous, bonsoir Abal. Bonsoir, Jimmy alias Gialrossi25. Salut à tous. Et Marshall de 13 Magazine. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'équipe, merci d'être là. J'en profite pour vous dire que nous avons dépassé les 500 vues sur le podcast de Gianluca Mancini, c'est incroyable. Merci à vous tous pour vos retweets, vos partages, je m'y attendais pas du tout. Et c'est encore en train de grimper les vues, c'est vraiment incroyable. Merci vraiment à tous. J'en profite aussi pour vous dire que la chaîne YouTube a dépassé les 100 abonnés, merci. Donc du coup, je vais pouvoir préparer ma petite surprise très prochainement, je n'en dis pas plus. Messieurs, les 92 ans de la Roma, dans les ruelles de Rome, il y a eu la fête. Voilà, donnez-moi votre avis sur ces 92 ans. Moi, je vais commencer. Moi, j'ai vu, je suis pas en Italie, mais bon, ce que j'ai vu, c'était bien, ça donnait envie d'y être. Oui. Et puis bon, je me suis dit, j'espère que pour les 100 ans au moins, j'y serai, quoi. Et c'est bien, j'espère que cette fête-là va booster aussi l'équipe, ça va être quelque chose de bien. Parce que ça montre aussi que l'équipe, même si l'équipe est un peu... les supporters sont fâchés avec les dirigeants, les tifosi sont fâchés avec les dirigeants, mais je vois qu'ils soutiennent toujours l'équipe et ah oui, c'est un bon message, quoi. La Roma, c'est la Roma, hein, c'est dans le cœur des tifosi. On a vu que c'était une très très belle ambiance, hein, comme chaque année, tout le temps. C'était rendez-vous à 23h et c'était vraiment la folie fumigène. C'était vraiment comme d'habitude, hein, les tifosi de la Roma. Le Panthéon, Piazza del Popolo avec le Pincho, les feux d'artifice, enfin voilà, c'était vraiment... C'était beau. Et comme a dit Marshall, hein, moi aussi j'aimerais bien être là pour les 100 ans de Rome. Là ça va être une autre ambiance, ah ouais, là je pense que... Là vraiment au-dessus. Ça sera autre chose, oui. Ouais, c'est la même chose un petit peu, hein, comme la fête du Scudetto, à moindre degré, mais je veux dire, voilà, c'est une belle fête tous les ans, ça rappelle un petit peu les 92 ans de notre club, on approche tout doucement des 100 ans. C'est une fête qui réunit un petit peu tous les Romains ici, c'est vraiment une bonne sensation d'avoir ça, surtout en cette période, c'est l'été. C'est vraiment le bon moment un petit peu pour que tout le monde puisse se réunir et puis profiter un petit peu entre tifosi de la Roma, quoi. Oui. Très bien, messieurs. On va parler maintenant des matchs amicaux qui a eu lieu entre... Donc, le premier était la Roma contre Calcio Sapienza, où la Roma s'est imposée 12-0. Il y a eu également Trastevere 10-1. Voilà, un avis sur ces matchs. Alors, je peux comprendre que oui, ça a été compliqué de les voir parce que du coup, il fallait être en live sur les réseaux sociaux ou avoir des chaînes italiennes. Mais voilà, de ce que vous avez pu retenir ou des résumés, messieurs. On a affaire à des équipes qui sont relativement faibles sur le papier, ça c'est clair, mais on a quand même montré par des scores larges et fleuves. On a quand même la maîtrise dès le début de la saison. Voilà, on ne se contente pas de gagner 2-0, 3-0 ou 4-0. On sentait bien que physiquement, elles avaient un petit peu plus de difficultés dans le combat. Avec les joueurs, il y a un impact physique qui est différent. On a aussi une petite sensation avec Florenzi qui dirige peut-être sur un rôle d'ailier droit dans le 2-3-1, un petit peu à l'époque de ce qu'on avait vu avec Tadei, sous Spalletti. Ça donne une bonne sensation et moi je pense que si ça vient à se faire, ça serait une bonne solution pour le recadrer. Quid après avec Under de savoir ce qui se passera. Et la petite révélation aussi, les deux bonnes prestations d'Antonucci, percutant, rapide, capable de jouer dos au jeu, d'orienter le ballon, c'est étonnant de voir même à ce niveau contre certes de faibles équipes, mais ça reste peut-être à revoir par la suite. On sait que c'est un joueur qui est jeune, hein, il a 20 ans. À revoir. Je pense que Fonseca le replacera même sur des matchs un petit peu plus relevés. Bon, moi je vais rejoindre un peu G25 parce que j'ai pas trop vu les matchs. Oui, c'était compliqué en effet. Les niveaux d'équipe, comme je l'avais dit tout à l'heure, les niveaux d'équipe, moi franchement, c'est pas fameux, c'est vraiment très faible. Et j'espère aussi que ces petits matchs-là, souvent ce sont sur ces petits matchs comme ça qu'il y a certains joueurs qui se blessent et qui manquent leur début de saison. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures et que tous nos joueurs seront là pour le début du championnat. Et j'aimerais bien voir l'équipe aussi face à une équipe un peu relevée comme contre Lille et contre l'Atlético Bilbao. Oui. Voilà. Mais sur ces petits matchs, je ne peux pas trop juger parce que le niveau est trop faible. Bien sûr. Comme Marshall, j'ai pas trop regardé ces matchs amicaux.
Bon, j'attends plus le LOSC, Bilbao, voire Shakhtar. Et j'ai retenu aussi le but de Kolarov, le coup franc. Donc, oui, pourquoi pas, ça va peut-être le mettre dans une bonne forme. On espère. Voilà. Moi, j'ai retenu, donc pareil, j'ai vu des bribes des matchs. J'ai retenu Antonucci, qui a fait de très bonnes prestations, et également le brassard de Perotti. De toute façon, ils étaient tous bien, hein, ouais, voilà, vu le niveau des équipes en face. Mais voilà, il faut commencer petit à petit. Ça va aller crescendo, messieurs, parce que demain, nous affrontons l'Association Sportiva de Gubbio à Trigoria à 17h30. Le 27 juillet, nous affrontons le Football Club Rieti à 10h à Trigoria. Et également, le 27 juillet, l'après-midi, Ternana. Et le 31 juillet, on se déplace à Pérouse. Voilà, ça serait un match à 20h30 à Pérouse, donc club de série B. Et le fameux LOSC, le 3 août, voilà, la Roma se déplace en France. Et du coup, l'Athletic Bilbao maintenant le 7 août. Qui remplace Valladolid. Le Real Valladolid. Le Real Valladolid. C'est ça. Et peut-être le 11 août, un match à Rome contre le Shakhtar pour la présentation. On sait que de toute façon, je pense qu'à l'Olympico, on aura quand même une grosse écurie pour la présentation de la Roma et de la prochaine saison. Surtout avec le nouvel entraîneur, un petit peu ce nouveau projet-là. Je pense qu'on aura une équipe d'au moins niveau Ligue des Champions. Très bien, messieurs, en parlant de projet, on va parler du Stadio de la Roma, qu'on attend toujours. Ça fait 2730 jours que le projet du stade devait se concrétiser, avancer. Il n'y a toujours rien. C'est un dossier compliqué, on n'a pas forcément les éléments pour en parler, tout ça, mais voilà, si je peux avoir votre avis sur cette affaire. Pour vous, le stade, c'est important? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'il vaudrait mieux abandonner? Voilà, votre avis là-dessus. C'est un choix, c'est vital, même, je pense, pour la pérennité du club, si on veut passer dans une autre dimension. On sait qu'il faudrait un nouveau stade. Parce que, au-delà du fait que ce soit un stade nouveau, il y a aussi le fait qu'il soit de propriété. Il appartiendra à la direction. Et là, derrière, tu peux générer avec le merchandising et la location aussi pour tout ce qui est concert éventuel et compagnie. Ça peut quand même générer de fortes sommes d'argent. C'est un taux de rentabilité qui est très élevé à un stade. Ouais. Donc, on sait aussi que Palota et compagnie, ils veulent impérativement un stade. Ouais. De toute façon, eux, à moyen terme, s'il n'y a pas de construction, je pense pas qu'ils resteront, parce que le stade, c'est vital pour passer dans la dimension suivante. Là, on est bloqué, on sait même pas concrètement d'où ça vient, de quoi ça vient. Ouais. Il y a aussi certainement 2 ou 3 petites raisons qui peuvent nous... c'est politique, hein, c'est politique. Voilà, le stade doit se faire à Tordi Valley, puis maintenant on parle de Fiumicino. Ouais, on entend souvent aussi un petit peu le fait que, soi-disant, parce qu'on est à Rome, parce qu'on est en Italie, ou dans tous les pays du monde, quand il y a des projets d'une aussi grande importance, il y a aussi des... Et on le voit pourtant à Milan, hein. À Milan ça bouge. Exactement, Milan, à Turin ça a bougé très rapidement. Le Dacia Stadium aussi quand même à l'Udinese, il n'y a quand même pas que nous qui construisons un stade, il y a des stades qui se construisent en Italie et qui continueront de se construire. On voit encore la rénovation du San Paolo. Bon, nous ça se fait pas parce que je pense que c'est politique. C'est politique. Ça dépend pas de l'investissement des Américains, puisque vraiment c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, eux, à mon avis, il n'y a aucun problème pour construire le stade. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à savoir où on va le faire, quand est-ce qu'on va le faire, et là, quand bien même on aura décidé de le faire, à l'endroit où on voudra le faire, est-ce qu'on pourra le faire techniquement? On trouve des vestiges, un caillou qui a un angle correspondant à un monument potentiel derrière. Il y a des possibilités. Bon, je ne vais pas dire que c'est primordial, vraiment très important, mais quand même avoir une note pour notre club, c'est quand même important. Juste avoir notre stade, notre identité. Franchement, c'est important parce que le partage avec la Lazio, la sélection italienne, franchement, le Stadio Olimpico est quand même un stade très utilisé en Italie. Mais mythique. Et mythique. Oui. Bon, avoir son stade aussi, et peut-être ce nouveau stade deviendra un stade aussi mythique en Italie. Moi, je pense que le stade, déjà, c'est un projet qui est très, très complexe, quoi. Parce que déjà, c'est à Tordival qu'on doit le faire, c'est ça? Donc, oui, c'est ça. Si on ne peut pas le faire là-bas, moi, je pense que c'est réparti encore minimum pour 3 ans. Parce que déjà,
Si on veut le déplacer, je dis à Fiumicino, je connais pas trop, donc je peux me tromper sur les noms. Mais si on doit déplacer le stade, c'est-à-dire qu'on doit refaire les plans, refaire tout ça à zéro, réétudier le plan, l'architecture, tout ça, donc ça va devenir très loin. Donc je me dis, c'est un peu pour ça que Palota, il insiste, parce que ça fait des dépenses aussi, faire tout ça. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'il insiste. Et aussi dans sa dimension de rendre le club de l'AS Roma grand, parce qu'avec les stades, on sait tout ce que ça peut générer comme revenu. On sait tous, on n'a pas besoin de faire un dessin pour ça. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'il insiste. Maintenant, s'il faut déplacer, recommencer tout à zéro, moi, je pense pas. Moi, je pense un peu pourquoi... Bon, on peut pas rétrécir l'Olympico, hein. Non. On peut pas rétrécir l'Olympico. Donc, maintenant, pourquoi ne pas aller sur une solution... si le stade, c'est pas possible de se faire, pourquoi ne pas aller sur une solution d'essayer de gérer entièrement la billetterie, avoir l'exploitation du stade même, comme ce que le fait le club. Ce sera impossible, je pense, Marshall. Là, c'est compliqué parce que l'Olympico, ça appartient vraiment à la mairie d'Europe. Il y a des paramètres pour essayer de reprendre des droits de billetterie et compagnie et ne pas avoir à louer aussi cher ce stade. C'est quasi impossible, hein. C'est le stade officiel aussi de la nationale, c'est le stade de l'équipe de rugby, il y a des opérations d'athlétisme qui sont faites derrière. Si tu ne donnes pas la possibilité de faire ces choses-là, derrière jamais ils accepteront que le stade nous appartienne, que l'Olympico et qu'on puisse en avoir des recettes bien plus élevées, quoi. C'est aussi pour ça que la Lazio par la suite sera dans l'obligation, dès qu'on les laissera seuls entre guillemets dans ce stade, d'avoir un projet aussi. Mais pourquoi pas les deux clubs faire un projet comme celui de Milan? Moi, je sais pas, mais je pense que pour moi, le stade, c'est quelque chose qu'il faut oublier, c'est mort. Comme j'ai dit, peut-être dans une autre vie, ou bien peut-être un Qatari qui va venir, qui va te sortir l'argent, des pots de vin à tout bout de champ. Ce sont eux qui peuvent faire ça, quoi. Parce que franchement, moi, je vois pas Palota en train de mouiller des babes. Quand on avance d'un pas, on recule de 10 pas. À chaque fois, c'est comme ça. Ouais. Et déjà, ça fait presque 10 ans. Donc, il faut te dire qu'en 9 ans, déjà, beaucoup de choses on n'évolue pas, on n'avance pas. C'est un vrai problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas de volonté du côté des politiques pour faire ce stade. Parce que s'il y avait une volonté, si tout le monde essayait de faire un petit effort, ça serait fait depuis 2016 minimum. Il y aurait eu la pose de la première pierre. Après, je pense que l'aide aussi, ça serait quand même aussi... Enfin, faut pas se le cacher, hein, si jamais il y avait une très grande compétition d'organiser en Italie concrètement, une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, ça aiderait par contre fortement. Hein. On sait que demain, il y a l'organisation d'une Coupe du Monde, le stade, il se construit. Non, mais actuellement, si l'Italie n'est pas, je pense que organiser un truc n'est pas la priorité de l'Italie parce qu'il faut les moyens aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, actuellement, comme c'est pas sur ça, on voit pas sur ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de choses comme ça. Pour le foot italien, pour que ça continue je pense que les stades, c'est primordial. C'est primordial parce que déjà, avec ce qu'on a vu avec Palerme, le club qui est descendu, je crois, qui va être liquidé, je sais plus trop. Donc, c'est-à-dire, le club, ils perdent, il n'y a pas de retour, ils font des déficits. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Un club comme la plupart des stades en Italie qui ne sont pas des clubs qui ne sont pas propriétaires, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'arriver à long terme, on ne pourra pas lutter avec certains clubs. Oui. On sent quand même que les clubs qui ont l'entier bénéfice du stade, on sent quand même que c'est autre chose, qu'ils ont d'autres moyens. Ils luttent avec d'autres moyens. Contrairement à nous, où c'est qu'on est toujours en difficulté, où c'est qu'on doit toujours plus ou moins vendre pour équilibrer, toutes ces choses-là, pour rentrer dans les fair play financiers. C'est sûr que derrière, si tu as un stade, tu rentres des bénéfices colossaux qui te permettent d'augmenter tes revenus et surtout l'augmentation aussi des paramètres du fair play financier, quoi. Parce que tu as des ressources qui sont telles que là, c'est du cabini, quoi. Et on voit que les clubs de propriété, on l'a beaucoup vu quand même en Allemagne, la puissance financière maintenant quand même des clubs allemands, la stabilité. Alors, ils dépensent pas à tout va comme la plupart des clubs allemands. Ils sont de propriété. Voilà, il y a une gestion. La gestion, elle est pérenne. Hein, ce qu'on voit pas du tout en Italie. Hein. On a déjà toujours été en retard sur ce point-là. Mais nous, on ne l'est pas du tout. Très bien. Messieurs, voilà, on a terminé pour le stade et vos avis.
On va passer au point mercato dit, donc c'est buzzer mercato. On va parler d'un joueur, donc vous connaissez un peu la règle. On parle du joueur, on parle à peu près 3 minutes, voire un peu plus en fonction si le débat est très intéressant. Le buzzer s'actionne et là, donc la dernière personne qui est en train de parler termine, hein, et puis voilà, et on enchaîne sur un autre joueur. Messieurs, on va parler de Toby Alderweireld. Alors, je viens de voir quelque chose, messieurs, c'est que si la clause de 20 millions expire, donc c'est très prochainement, le joueur passerait à 40 millions. Dossier très compliqué. Alderweireld, c'est quelqu'un qui est bon parce que déjà suivi à Tottenham avec Vertonghen. C'est quelqu'un qui est très, très bon. La dernière fois, je pensais que c'était Vertonghen parce qu'il y a Vertonghen qui était annoncé, je crois, l'année dernière à Manchester United. Mais c'était pas lui, c'était Toby Alderweireld. Le mec, il est bon. Je pense qu'il va envoyer, il va apporter de l'expérience dans la défense, hein, parce qu'on a une défense s'il vient, centrale. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Et à ce prix, à 28 millions, moi, je pense que c'est un très bon prix. Il y a juste qu'il y a le club qui veut juste gratter un peu pour faire baisser les prix, quoi. Sinon, je pense que à 28 millions, c'est, pour un défenseur de 29 ans, il a 29 ans, c'est bon. Moi, je pense qu'à 29 ans, défenseur, c'est l'âge de la maturité. Oui. Et je pense que le club ne doit pas passer à côté. Ne doit pas le laisser, quoi. Moi, je pense que c'est gratuit avec les tarifs qui se font en Angleterre. Je pense qu'il aura un salaire de 2,5 millions d'euros, donc je pense que c'est gratuit. C'est surtout que là, la Roma ne pourrait pas l'acquérir, parce que là, si on le loupe à 20, la Roma ne le prendra pas à 40. C'est quand même... Voilà, donc raison pourquoi je dis c'est un très bon tarif, sauf qu'on a juste envie de gratter un peu. Ce qui est vraiment débile. C'est compliqué aussi, parce qu'on ne connaît pas non plus vraiment la volonté du joueur dans cette histoire, quand même. Il va falloir aussi un petit peu peut-être avoir des informations différentes, parce qu'on ne sait pas si le joueur est vraiment intéressé aussi par la Roma. On a le paramètre quand même où on ne joue pas la Champions League, donc il va dans un club où il n'y a pas la Champions League. Le salaire, Marchal en parlait. Moi, j'ai lu qu'il demandait à peu près 3,5 millions hors bonus. Donc avec bonus, on passe quand même à quasiment 4 millions. Un salaire et un contrat de 4 ans, ça le pousse à 33 ans, 34 ans. Sur le constat que le fait que le joueur il serait super intéressant pour nous, c'est évident. Mais voilà, je pense que financièrement, la direction elle réfléchit aussi à l'aspect financier. Parce que tu pars avec un joueur sur 4 ans, donc tu n'as aucune garantie qu'il s'adapte réellement au football italien. Il n'y a jamais joué. Il n'a jamais joué dans un championnat, hormis l'Espagne. Je veux dire, il ne s'est jamais imposé vraiment dans un championnat latin. Voilà, je pense que la petite incertitude financière, elle est là, quoi. Ils ne veulent pas faire de folie et se retrouver, par exemple, avec un joueur qui, dans 2 ans, à 32 ans, baisse en niveau et se retrouve avec un salaire de 3,5 millions. Parce qu'on a fait un petit peu avec Pastore. Et puis d'ailleurs, à la fin de la première saison, on l'a un petit peu regretté parce qu'on a payé un transfert très élevé pour un joueur où derrière, on n'aura aucune revente possible. Alderweireld, c'est un petit peu aussi le même concept, quoi. C'est un joueur qu'on va payer, admettons, même 28 millions d'euros, à qui on va donner 4 millions de salaire par an, quasiment, avec les bonnes. Et derrière, on n'aura aucune revente possible. Oui. Donc, ça laisse forcément réfléchir. Je pense que c'est surtout sur ça. Et puis, bien sûr, la volonté du joueur. Bien sûr, la volonté du joueur. Est-ce qu'il veut venir jouer l'Europa League? Est-ce qu'il veut venir jouer Voilà, il ne viendra pas jouer les premiers rôles. En Serie A, on sait que les premiers rôles, pour le moment, il y a 2 équipes qui risquent de se batailler, 3 équipes qui risquent de batailler pour le premier rôle. Nous, on est quand même peut-être d'autres équipes, mais à l'instant T, on est très très loin de ce que risque de faire comme saison le Napoli, l'Inter Milan et la Juventus. Moi, comme on l'avait dit dans le podcast numéro 13, c'est un joueur qui m'intéresse en duo avec Mancini. Ce serait vraiment une très bonne défense du côté de la Roma. Oui. Mais comme a dit Jimmy, on n'est pas sûr si le joueur va s'adapter au championnat italien, s'il a envie d'aller à Rome. Comme j'ai vu, il est en déplacement pour les matchs amicaux aux États-Unis avec Tottenham. Donc déjà, il n'y a pas une envie de départ tout de suite. Donc il faudrait se dépêcher pour pas que sa clause atteigne les 40 millions d'euros et qu'on paye beaucoup plus, alors qu'on pouvait l'avoir beaucoup moins cher. C'est ça. Donc, messieurs, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une triangulaire. Higuaín, Dzeko, Icardi, voilà, actuellement c'est l'attraction en Serie A, les 3 attaquants. S'il y en a un qui bouge pas, l'autre ne bouge pas. C'est vraiment la chaise musicale qui ne démarre pas, en fait, du coup. Voilà, si vous pouvez me donner un avis sur ces 3 bonhommes. Higuaín, c'est ça, Higuaín, voilà, à la Juventus, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas.
Je pense pas que Petraki soit fou pour donner déjà pour mettre un brassard à un joueur pour l'appeler. Ça, c'est déjà un. Et je pense aussi, j'ai regardé quelques vidéos de la YouTube. Je me dis que Higuaín, et j'ai vu Higuaín, je me dis que le mec, il va pas venir, franchement. Je pense qu'il veut, quand on se rappelle le match de Milan, qu'il y a eu l'année dernière où il a pris le rouge, quand on voit dans laquelle, l'attention qu'il avait et tout, moi, je pense qu'il s'est dit qu'il a beaucoup de choses à prouver, hein. Pourquoi la Juve l'a mis à la porte, et je pense que quelque part ils veulent rendre ça à la Juve, quoi. Je me dis, j'essaie de me mettre dans sa tête, quoi, mais je sais pas dire que c'est vrai. Et moi, pour mon cas, s'il vient, c'est bon, hein. S'il vient pas aussi, mais c'est pas une personne qui est indispensable, vraiment. Autant garder Dzeko, et comme ça, l'année prochaine, il part gratuitement. Mais que de mettre plus de 35 ou 40 millions dans un mec qu'on n'est même pas sûr qu'il fera peut-être une bonne saison. C'est vrai, mais bon. Et pour moi, son âge, tout ça, ça me pose problème. 32 ans, 33 ans, c'est vrai, mais c'est pas Ronaldo. Et il y a même eu une vidéo comparer, en train de courir. Oui, mais... Et quand on voit à quel point... C'est incomparable, c'est pas... Je vous fais un point rapide, hein. Petraki, Fonseca, apparemment le veulent, à moins que ce soit une technique pour nous enfumer et enfumer la presse. Les tifosi de la Juve n'en veulent plus. Alors après, au sein du club, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, la Juventus, les tifosi n'en veulent plus. Le maillot numéro 21 a été retiré du store officiel, et la Juventus ne lui a pas donné le numéro 9. Donc c'est quand même des points, des signes... C'est des signes quand même. C'est des signes. Mais pour moi, il n'est pas... Moi, en tout cas, je préfère qu'on fasse des folies avec Icardi, que ce soit même avec sa femme, s'emballer tous les problèmes qui peuvent venir après, mais... Higuaín, je suis pas trop chaud, quoi. Parce qu'Icardi est encore plus jeune, et puis je pense que s'il est bien encadré... Mais Icardi voudrait la Juve, lui. Voilà, Icardi veut la Juve. Ou Napoli. Naples. Et il veut un salaire très élevé, Icardi. Ah oui. Icardi, il veut un salaire... Et il veut la Ligue des Champions. 7-8 millions d'euros. On est incapable de donner ça, nous. C'est impossible. Sans Champions League, c'est impossible. Peut-être moi, je préfère reste avec Dzeko encore 1 an, et après, quand ça va se libérer, on pourra trouver quelqu'un de potable et quelqu'un de mieux, quoi, qui voudra venir. Le petit souci avec Dzeko, c'est qu'on espère aussi qu'il ait la motivation quand même. C'est ça, voilà. La motivation. Moi, j'ai quand même un doute. Avec un nouvel entraîneur, je pense que ça peut changer. Un nouveau staff, ça peut changer. Oui. Ça peut changer. Et je comprends pas cette attitude de Dzeko actuellement. Pourtant, il a tout donné pour la Roma, et cette attitude comme ça m'exaspère un peu, parce que c'est un joueur qui est quand même, je vais pas dire emblématique, mais qui est quand même important ces dernières années à Rome. C'est un joueur respectable. Hein. Oui, c'est un joueur respectable. Oui, mais l'attitude, pourquoi Dzeko il est comme ça? L'attitude, ça vient des dirigeants. Quand tu vois déjà Francesco Totti qui te sort tout ça alors qu'on ne pouvait même pas penser, et De Rossi, tout ça, De Rossi, bon, je pense que De Rossi, il n'a pas trop parlé, il n'a pas parlé. Mais quand tu vois déjà tout ce qu'ils disent par rapport aux dirigeants, tu dois te dire, le problème, il vient d'où? C'est vrai, les Américains, c'est... Voilà. Quand on voit qu'un De Rossi, au lieu de lui dire depuis le début de saison qu'on ne va pas compter sur toi, on attend juste à quelques semaines de la fin de saison pour t'annoncer ça, tu vois. Je pense que le problème, c'est avec plus les dirigeants. Mais je pense que si l'entraîneur essaie de le remettre au centre du projet, quoi, de son projet, je pense que même s'il ne va pas rester l'année prochaine, je pense que cette année-là, il peut la jouer. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, hein, pour la même chose. On pense que voilà, on prend Higuaín s'il a vraiment envie de venir, s'il est vraiment motivé. On ne veut pas balancer des sommes folles sur des joueurs qui ne sont pas motivés pour venir chez nous. Sinon, autant garder le joueur qui est déjà présent, si c'est pour en tirer 15 millions. Maintenant, est-ce qu'il y a un plan B Petraki, il a dit quand même qu'apparemment, il aurait des plans B. Hein, et à chaque fois, il aurait toujours un plan A, un plan B, voire même un plan C. Il y a tout. Ça se trouve, il travaille peut-être en off, et puis il travaille sur un attaquant qu'on ne connaît pas. On ne sait pas tout exactement. Donc, faut laisser encore le mercato se faire. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on ne va pas prendre un joueur à un prix démesuré le 30 août, quoi. Pas aller prendre un Mariano Diaz du Real Madrid à 40 millions le 30 août, quoi.
Il faut prendre un joueur motivé. Faire un panic buy comme ce que le PSG a fait avec l'autre là. L'ancien milieu qui était chez nous là. Là, j'étais à 50 Paredes. Voilà. Terminé, messieurs. Très bien. Donc du coup, messieurs, on a fait une triangulaire sur Higuaín, Dzeko, Icardi, et en fin de triangulaire, vous avez parlé de Mariano Diaz. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur, du coup, messieurs, qui serait une possibilité difficile? Moi, je suis perplexe. Hein. Je pense que c'est faisable. Hein. Si le joueur il a envie de quitter Madrid, c'est pas le cas vraisemblablement, mais je pense que c'est faisable financièrement et tout. Mais je sais pas, je suis perplexe quand même sur le niveau du joueur. Bon, je pense qu'en Ligue 1, à Lyon, oui, peut-être qu'il va marquer 15-20 buts. Je suis pas sûr que dans un championnat, pour l'avoir vu un petit peu, uniquement avec Lyon, moi, j'ai jamais vu avec le Real, c'est faiblard quand même, quoi, je pense. Ça va être dur dans les défenses en Italie qui sont serrées, qui sont tactiques, où les défenses sont rugueuses, je le vois pas s'imposer. Hein. Est-ce qu'il a envie de venir aussi? Oui, bien sûr, oui. Moi, je trouve que c'est pas un attaquant à la hauteur de notre club Rome. Moi, des Icardi ou Higuaín, peut-être, mais Mariano Diaz, il a rien encore prouvé. Déjà, en Ligue 1, il a rien prouvé. En Ligue 1, peut-être un peu, mais ça reste la Ligue 1. Et en Liga, s'il avait prouvé, pourquoi pas, on l'aurait peut-être recruté. Mais là, moi, je suis pas convaincu de ce transfert. C'est quelqu'un qui n'est pas collectif déjà, et c'est déjà un problème. Ça, pour moi, c'est un problème. Il est beaucoup personnel. Il est trop personnel. Il est trop perso. Et bon, il n'est pas, comme on a dit, il n'y a pas quelque chose qui va te... Ce gars, il est très bon, mais je pense pas. Moi, je me dis, c'est un peu, on dit, le Real demande millions, j'ai vu comme ça, mais je pense que 30 millions, c'est son prix, hein, mais bon. C'est quand même cher. Oui, mais pour moi, je pense que je préfère Dzeko, je connais déjà sa valeur quand il veut, quand il a l'envie. Ah oui, quand il est motivé, Dzeko. Il a besoin juste de motivation. Donc, je préfère garder comme ça. C'est mieux. Oui. Je veux pas aller prendre quelqu'un que je connais pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il va s'habituer? Avec le Real, les petits matchs qu'il a fait, franchement, il est complètement passé à côté. À part en début de saison où on allait se faire émuler à marquer un but, je sais pas comment. À part ça, tous les matchs du Real qu'on a vu, il a ri, franchement. Oui. Donc, je pense que c'est mieux qu'on garde Dzeko. Oui. Allez, on va partir sur un gros sujet, et là ça peut être intéressant. C'est le cas de Suso, joueur du Milan AC. La Roma, selon l'AS Roma francophone, l'estimerait entre 25, 28 millions, 30 millions. Le Milan, ils en veulent 40. La Roma proposerait du coup de se débarrasser d'un Defrel, d'un Nzonzi, d'un Gonalon, voire d'un Pastore. Moi, j'aimerais que Pastore reste chez nous. Hein. Mais le Milan, lui, ils veulent du Chic, ils veulent du Under et ils veulent du Zaniolo. Messieurs, est-ce que pour vous, Suso, c'est un bon coup ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'accroche à lui? C'est pas un bon coup si on donne Zaniolo et Under. Là, c'est un vol. Je pense pas que Suso soit la bonne solution parce qu'on a Under, Florenzi qui peut jouer aussi ailier droit, et on a vu pendant les matchs amicaux que Florenzi jouait ailier droit, et ce qui pourrait changer aussi la donne au mercato de recruter un défenseur droit. Donc Suso, je pense pas que c'est la bonne idée de recruter encore un attaquant. Voilà. Moi, Suso, je suis pas très emballé. Hein, moi, je donne mon avis. C'est pas. Je trouve que c'est quand même un bon joueur. Il a un profil qui m'intéresse. Hein. Il est intéressant. Après, le truc là, c'est de savoir vraiment où est-ce qu'on va le placer. Si on laisse Florenzi sur un poste dédié, là, ce sera un petit peu plus. Est-ce qu'on a la place de le prendre? Après, le joueur, il est quand même fort. Il a quand même fait de belles choses au Milan, dans un club où c'est aussi compliqué ces dernières années, où le projet a pris un petit peu de plomb. Il n'est pas dans les meilleures conditions. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il a sa place chez nous? Ça, c'est une autre question. Et la suite du mercato, les premiers matchs aussi, ça sera les premiers véritables matchs amicaux. Ça sera vraiment aussi la bonne. Ça va nous donner une idée de qui sera titulaire. Après, on n'a pas non plus. Là, on va devoir jouer quand même beaucoup de matchs. Dans l'éventualité où Perotti vient à partir, il faudra quand même recruter quelqu'un de sûr, parce que sinon, on n'aura pas assez de monde sur les ailes. Moi, je n'y crois pas trop concernant cette rumeur, parce que
Déjà, c'est pas le poste là où on a besoin de jouer actuellement. Et sur ce côté droit-là, on a déjà Under, on a Chic, on a Kluivert qui peut jouer là-bas. Et on a Florenzi récemment qui jouait dans les matchs amicaux, ailier droit. Donc, je pense que c'est pas le côté où on a besoin de recruter actuellement. Voilà. Et je me dis, peut-être s'il y a débat au niveau des ailiers, ben actuellement, j'y crois pas trop. Et il y a beaucoup de rumeurs aussi. Donc, moi, j'y crois pas trop. Je pense pas que c'est juste une rumeur pour moi. Parce que c'est pas le côté là où on a besoin. On a besoin d'un attaquant et un défenseur. Le problème, comme j'ai dit, c'est que si Florenzi joue ailier droit, il faudra recruter en défense parce qu'on n'aura plus un défenseur droit de métier. À part si Spinazzola joue défenseur droit et Kolarov défenseur gauche, pourquoi pas. Mais il faudra quand même toujours un remplaçant, un deuxième défenseur droit. D'accord. Ouais, même si on a Karsdorp qui est blessure. Oui, Karsdorp, c'est vrai que c'est un peu délicat. Très bien. Voilà. Très bien, messieurs. Alors là, on va parler. Alors, je sens que vous allez vous éclater. C'est le cas de Malcolm qui refait surface. Malcolm qui, donc je rappelle que l'année dernière, donc il devait... Relation très tendue. C'était tendu, voilà. Il devait venir chez nous. Il y avait l'accord, il y avait le contrat, il y avait les chiffres, tout était là. Il avait juste à prendre l'avion. Il s'est trompé d'avion. Voilà, c'est ça. Il avait juste à prendre l'avion, à faire un pas, venir chez nous. Et bim, le Barça, qu'est-ce qu'ils nous font? Eh bien, le Barça récupère Malcolm. Voilà, il prend... Et tout ça pour ça maintenant. Voilà, et tout ça pour ça, parce que Malcolm ne s'est pas imposé au Barça. Et maintenant, il a clairement dit qu'il ne voulait pas rester comme ça sur le banc. Voilà, il y a une porte de sortie par Malcolm. Et Petraki, il serait intéressé par Malcolm. Voilà, messieurs, donc donnez-moi votre avis sur Malcolm. Moi, je suis quelqu'un de très rancunier, mais en même temps, je pardonne vite si tu t'excuses. Oui. Malcolm, c'est quelqu'un qui est très bon. J'ai tellement aimé le galérer cette année, souffrir, j'ai pris du plaisir. Faut reconnaître que le jour où il nous a planté à ce jour-là, ça a fait mal, hein. Non, ça m'a fait mal et je lui ai souhaité tout le malheur du monde, quoi. Donc, faut comprendre à quel point ça on n'a pas... Bon, ça peut se faire avec Petraki parce que c'est pas Petraki qui a géré le dossier. Bien sûr. Et maintenant, s'il vient, il n'y a pas de souci, il peut venir à Rome, mais qu'il sache qu'il faisait l'accueil avec plein de tomates et qu'il s'excuse après. Oui. Qu'il s'excuse vraiment. Et pour moi, ça passe. Alors, moi, j'aimerais juste vous dire, expliquer quelque chose, je pense, c'est que si Malcolm était venu à la Roma, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'explosion de Kluivert, il n'y aurait pas eu l'explosion de Zaniolo, il n'y aurait pas eu non plus Under, voilà, puisque moi personnellement, Malcolm, il aurait été un roi, il aurait été un roi à Rome, il aurait été titulaire, je pense qu'il serait énorme à Rome, et je suis comme toi, Marshall, je suis rancunier, mais franchement, j'aimerais bien qu'il vienne. J'aimerais lui donner une deuxième chance et j'aimerais bien qu'il vienne. Parce que je pense qu'il peut nous faire du bien. J'ai dit, qu'il vienne, mais... Et qu'il s'excuse, voilà. Mais il va s'excuser, il viendra, il s'excusera. Voilà. Après, les mecs, c'est un peu normal. Il reçoit une offre du Barça, c'est quand même un club mythique au football. C'est difficile à refuser. Même si les Brésiliens, ils sont pas... Il aurait dû quand même montrer un petit peu plus d'intelligence aussi. C'est vrai. Comprendre qu'aussi au FC Barcelone, ça démontre quand même un petit peu sa faiblesse mentale. Et même, quand tu vois, il y a Coutinho, Dembélé déjà. Voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Mais les joueurs brésiliens, à part Juan Jesus, je ne vois pas qui est fiable là-bas, hein, parce qu'ils sont pas fiables. Eux. Quand ils ont une offre, déjà, ils te laissent en plan. C'est comme Neymar, on voit Ronaldinho. Ils ne sont pas fiables. Les Brésiliens, c'est comme ça. Et moi, je pense qu'il est mal encadré. On avait Juan qui était vraiment bien pendant quelques années à la Roma. Aldair aussi, quand même. Bon, c'est l'ancienne génération. Non, je ne parle pas de ceux qui... Ça, c'était l'ancienne génération. Quoi. Ça, on ne les touche pas, mais les joueurs de maintenant... Ça, c'est le foot actuel, maintenant. Le foot, tu sais... Ils ont réussi parce qu'on sait comment, quand on voit... C'est souvent le problème de certains joueurs africains. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont été, quand tu vois ça, c'est difficile vraiment pour un joueur. Et quand il est pro comme ça, quand il a un peu le minimum, il arrive à
à voir quelques trucs là, moi je vous dis, hein, c'est plus, ils cherchent même pas à aller à un certain niveau alors qu'ils peuvent. Il faut se contenter de peu. Moi, je suis rancunier un petit peu, donc je on est tous. Très rancunier de manière générale, hein, je veux dire. Donc, moi, je prends pas. Toi, tu prends pas. Je prends pas. Tu le prends plus. Moi, je prends pas. J'accueille pas. Voilà. T'accueilles pas. Tu nous tournes le dos une fois. Oui, c'est avec des si, on peut tout faire. Hein. C'est sûr que Zaniolo, s'il était venu Malcolm, moi, je pense qu'à mon avis, Zaniolo, il jouait 5 matchs dans la saison, et encore. Hein. Ah oui. Il absolument il aurait freiné la progression d'un des 3 joueurs, c'est sûr. Mais je me dis aussi que voilà, si Malcolm était venu, peut-être que la saison aurait été tout autre. Je pense qu'aussi le joueur en 1 an, voir ça, j'ai des doutes qu'il ait progressé. Je pense plutôt que c'est un joueur qui, depuis Bordeaux, il était vraiment sur une pente vraiment. Une très bonne pente. Une pente vraiment. Et Rome était le club parfait. C'était logique, c'était la suite. Et puis après Rome, il aurait peut-être pu espérer le Barça, ce profil d'équipe. Là, il a voulu sauter une marche. Donc pour moi, il a déjà montré un manque d'intelligence. Il a voulu sauter une marche, il s'est raté. Maintenant, il va falloir remonter. Mais l'effort, il est double. Et je doute que ce joueur-là maintenant ait vraiment l'envie, au-delà des contrats financiers, de se reconsacrer à 300% à un parcours professionnel. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, il l'a déjà obtenu. Signé dans un grand club comme beaucoup de Brésiliens, comme beaucoup de joueurs, mais d'autant plus des Brésiliens. Finir au Barça, finir au Real Madrid, pour eux, c'est des apogées. Et ça se trouve, lui, Malcolm, sur son plan sportif, personnel, il considère peut-être qu'il a atteint son apogée. Donc après, ça sera peut-être un bon joueur, mais à mon avis, le joueur, il va avoir du boulot devant lui, et je pense plus que ce soit une année passée à avoir régressé qu'à avoir progressé. Voilà. Déjà qu'il était au poste de la sélection avant de venir à Europe. Oui. Et là, il part au Barça, il ne joue pas, on l'appelle plus. Je pense que, comme G25 l'a dit, il a régressé énormément. Voilà. S'il garde toujours ces mêmes conseillers, c'est-à-dire ces mêmes agents, je pense que ça peut pas trop changer, quoi. C'est quelqu'un qui va aller un peu, qui va toujours flotter. Il n'aura toujours pas de bons conseils. Il n'aura toujours pas de bons conseils. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ce sont ces mêmes agents qui lui ont dit. Bon, mais écoutez, en tout cas, Malcolm, champion d'Espagne avec le Barça, voilà, pour cette année, il a remporté au moins ça. Oui, champion d'Espagne. Voilà. Très bien, messieurs, on va parler maintenant de Deulofeu. C'est un joueur sous-coté. Moi, je pense que c'est un joueur sous-coté parce qu'on l'a pas. On l'a pas vu vraiment là où on l'attendait il y a quelques années. C'est un joueur qui était avec toutes les équipes de jeunes en Espagne. C'est un joueur qui appartenait au Barça. C'est un joueur qui est passé au Milan, qui a fait une bonne saison au Milan, qui est parti un petit peu se perdre en Angleterre. Il a signé un gros contrat, c'était ce qu'il souhaitait. Mais moi, je pense que dans l'esprit un petit peu de Souzo, c'est un peu le même profil. En plus, ça, le joueur. Petit, rapide, technique, avec une bonne vision de jeu. 25 ans. Moi, je suis pour, à condition qu'on lui trouve une place. C'est le même principe, c'est pas le fait d'empiler les joueurs qui va m'intéresser. Voilà, si on lui trouve une place, qu'on arrive à le mettre sur le projet, tout comme Souzo, moi, Deulofeu, je signe. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est ça le souci. S'il y a quelqu'un qui part, qu'il vient, c'est bon. Mais connaissant déjà le salaire qu'il touche là-bas, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose dont on va sortir gagnant, quoi. C'est-à-dire niveau salaire et tout. Donc, je pense que c'est une opération qui est presque impossible, à moins qu'il ne baisse vraiment son salaire. D'accord. Et bon, comme c'est quelque chose qui n'est pas vraiment prioritaire, voilà, donc je peux pas trop dire. Mais en même temps, s'il vient, pourquoi pas, mais c'est pas prioritaire, quoi. Pour toi, c'est pas priorité. D'accord. Moi, c'est un type de profil que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien, rapide, ailier droit. Et donc, s'il vient, moi, Florenzi recule et remet un défenseur droit et on fait tourner avec Under. Moi, je vois que ça, parce que si on met 3 joueurs ailier droit, je comprends pas le mercato. Et Kluivert aussi, hein, du coup, à droite. Et Kluivert. Mais Kluivert peut jouer ailier gauche, je pense. Oui. Il est plus à gauche. Ailier gauche, il peut tourner, ailier gauche, Perotti, il y a qui encore? Je pense qu'il y a que ça. Ça dépend s'ils prennent encore un ailier gauche. Donc moi, si Deulofeu vient, c'est un joueur que j'aime bien, qui pourrait tourner avec Under, et Florenzi recule et revient en défenseur droit.
Voilà, c'est un joueur qui m'intéresse et à voir son salaire parce qu'il vient quand même, il est en première ligue à Watford et les salaires en première ligue c'est quand même assez élevé et le faire revenir à Rome avec un salaire peut-être moins élevé, je sais pas si ça va le motiver. À voir. Mais c'est un joueur intéressant. Messieurs, deux noms que j'ai un peu trouvés là sur Twitter, vous me dites ce que vous en pensez. Kamil Glik, défenseur de Monaco. Non, c'est pas la peine. Non. Non, ça ne vous intéresse pas? Voilà. Je comprendrais pas le projet, encore une fois de plus. Ça serait un joueur qu'on signerait, puis je me dirais, qu'est-ce qu'on signe ce joueur-là? Ouais. Il a peu d'expérience. Il a l'expérience, mais après... à l'étranger, en Italie... Il a déjà joué en Italie? Torino. Ah oui, il a joué au Torino. C'est impossible. Ah, j'avais pas su. À l'époque du Torino, c'était un des meilleurs défenseurs même de la série. Il était capitaine. Capitaine même? Ah ouais. Bon, excusez-moi. Mais pour moi, je pense pas. À Palerme et à Bari aussi. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est un joueur qui a quand même de l'expérience en Italie. Oui, il a vraiment explosé. C'est au Torino qu'il a vraiment explosé. Au Torino, oui. Ouais. Mais maintenant, il a quel âge pour savoir? Parce que... Là, il a 31 ans. 31 ans. Ouais, 31. Ouais, je pense qu'il a régressé sous les deux dernières saisons. Ouais, et la dernière saison avec Monaco est pas forte. Bon, après, Monaco, voilà, et Monaco aussi, hein, c'est toute l'équipe qui a... Mais c'est un... Moi, je dirais pas non, c'est quand même un bon meneur, il a un bon esprit, c'est un bon combattant. Je pense que s'il partait à la Roma, il partirait dans une nouvelle optique, ça pourrait être intéressant pour nous. Si on n'arrive pas à avoir un Alderweireld, un Glik, je dis pas non. Hein. Mais je sais pas si tu as vu l'info aussi, une année de reconstruction. Je préfère prendre un jeune insouciant que de prendre un vieux poussière. Voilà. Un vieux. Non, pourquoi je dis un vieux, c'est vrai, il y a l'expérience. Mais l'expérience, on ne donne pas la chance aux jeunes. Comment ils peuvent avoir l'expérience? Il a raison. C'est ça. Donc, c'est vrai, trop jeune, c'est pas bon. Mais déjà, il y a des gars qui ont l'expérience comme Pastor, il y a Perotti, il y a Kolarov, il y a Florenzi, et puis il y a Dzeko. Donc, voilà, il faut qu'on donne la chance aux jeunes. Si on ne leur donne pas la chance, l'Ajax aujourd'hui, il y a quelques gars qui sont âgés de 30 ans, je crois, il y a l'attaquant là, pas ça. Tadic, voilà. Il faut donner la chance aux jeunes. On ne va pas prendre des gars qui tu vas jouer 2, 3, 4, 5 matchs, le physique il lâche, voilà, ça, après tu regrettes quoi. Très bien. C'est mieux. Un jeune, tu peux toujours le revendre derrière. Ah oui, un jeune, oui, bien sûr. Un jeune, bien sûr. Un autre nom que j'ai trouvé, oui, deuxième nom. Alors, si je le dis bien, avec l'accent portugais, Alúcio Laves Libelo Moraes Junior. Du Shakhtar Donetsk. Donc, Junior Moraes, numéro 10, voilà, attaquant du Shakhtar. Voilà, joueur qu'a eu Fonseca. Sous ses ordres. Pourquoi pas? Inconnu pour ma part. Après, je pense que si Fonseca le prend avec lui, bon, c'est qu'il a confiance en lui, c'est qu'il est... Mais bon, j'ai quand même de gros doutes quand même. Il a eu une année, hein, voilà. Il joue à quel poste? Il est attaquant. Attaquant. Okay. Numéro 10 du Shakhtar. 32 ans, mes yeux. Hein, 32 ans. 32 ans? Ouais. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. On va s'endetter avec des vieux. Ah, c'est un nom que je vois apparaître sur Twitter actuellement. Ah oui, pourquoi pas? Non, mieux vaut garder chic, c'est mieux. Mais bon, ça, à mon avis, c'est... C'est des rumeurs comme ça. Non, 32 ans, c'est pour les papiers. Voilà, c'est une rumeur quotidienne en fait. Oui. Ou bien c'est un transfert pour blanchir de l'argent. Moi, je peux... Bah écoutez, moi, forcément, je ne connais pas ce joueur, mais... Si, j'ai déjà entendu ça. Mais je ne savais pas qu'il avait 32 ans. Je me disais qu'il a... Ouais, je pensais à un jeune de Shakhtar. Ouais. Un international brésilien, international ukrainien d'origine brésilienne, excusez-moi. Ukrainien. Voilà, international ukrainien d'origine brésilienne. Voilà. Ouais, non. 32 ans. Non, merci, ouais. On passera notre tour. On préfère la jeunesse. La jeunesse. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, vous voulez parler de jeunesse? Eh bien, on va parler d'un sujet qui vous intéresse, je pense. C'est le cas d'Daniele De Rossi. Voilà, il s'offre une seconde jeunesse au Boca Juniors, messieurs. Voilà, il va partir en Argentine. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Daniele De Rossi au Boca Juniors.
Ah, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est l'apogée de sa carrière. Là. C'est beau de le voir finir là-bas. C'est beau. Et je pense que lui, il va vivre une deuxième expérience à un âge certes avancé, mais dans le plus pur style du football comme il aime le jouer. Avec la grinta, les publics très chauds, c'est magnifique. Hein. Moi, je suis un petit peu le football argentin. D'ailleurs, ma préférence va pour Boca Juniors. Là, je cache pas que forcément, dès que le maillot va sortir, je pense que là, ce sera un achat impulsif. Ah. là, vraiment, là, voilà, je me tâtais même à me dire, est-ce que je vais pas avoir un match à la Bombonera? Ça serait pas l'occasion d'aller le voir, qui plus avec De Rossi. Ah oui. Ce serait exceptionnel, ouais. Il va se régaler. Il va se régaler. Qu'il y passe 1 an ou 2 ans là-bas, c'est une expérience pour lui. Il a tout pour réussir là-bas. La façon d'être, la personnalité, c'est entre guillemets à l'Argentine. Et on sait qu'il y a une grande liaison entre Boca Juniors, hein, les Génois, c'est les Génois entre guillemets, puisque c'était les Italiens de la ville de Gênes qui étaient arrivés et qui avaient fondé ce club. Voilà, c'est un club populaire, c'est un club connu, c'est un club qui a gagné, c'est un club qui gagne, c'est un club qui a vu des grands joueurs passer, c'est un club qui est suivi. Il va se régaler dans un style purement argentin avec l'impact physique, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est super de finir une carrière là-dessus. Très bien. Pour De Rossi, moi, je pense que déjà, il part parce que pour lui, je crois, c'était un rêve. Je sais pas si c'est un rêve ou bien c'est quelque chose qu'il voulait le faire depuis parce qu'il aime déjà le club de Boca. Donc, déjà, moi, je peux pas trop me sentir trahi par ça, le voir déjà porter le maillot dans notre club. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il rêvait de faire et pour ça, il a toute ma bénédiction. Et c'est quelque chose, je souhaite qu'il réussisse, prenne d'abord du plaisir et voilà. C'est bien, quoi. C'est encourageant pour moi. Mais c'est il surtout va toujours rester dans le cœur des Tifosi. Hein, c'est surtout voilà, bien de sa part de ne pas continuer en Italie. Même si peut-être même 100 millions, ça allait me faire un petit peu mal parce qu'à Boca, on sait qu'il va avec la passion. C'est pour la passion qu'il y va. On sait en plus de ça qu'il a vraiment refusé quand même du coup la Fiorentina parce que Montella et Prade c'est quand même des personnes importantes, hein, pour De Rossi. Il y a eu une offre quand même de la Fiorentina qui était quand même pressante sur lui. Montella a dit en interview que c'était clôturé puisqu'en fait De Rossi ne veut pas porter un autre maillot du championnat italien. Donc ça a été clairement dit. C'est encore plus beau de partir comme ça à Boca Juniors avec ce petit passage-là, parce que ça montre que vraiment, on peut pas dire, il a peut-être pas eu d'offre, voilà, il a eu une offre. La Fiorentina, la Sampdoria de Ferreira aussi, voilà. Mais l'offre la plus concrète, c'était celle de Pradé, de la Fiorentina. Donc il a eu l'offre, il y est pas allé, il va finir dans notre championnat. C'est encore plus beau même que de finir aux États-Unis, en Chine, ou dans la péninsule arabique, parce que là, on sait que s'il va là-bas, c'est pas pour l'argent, c'est pour la passion du football. On peut pas lui en vouloir, hein, voilà, c'est ça. On peut pas. C'est impossible. Moi, je suis même heureux pour lui. Que De Rossi puisse vivre ça, j'en suis heureux. Non, c'est un beau club pour De Rossi. Après, si on part au niveau de footballistique, je sais pas si l'adaptation au football va être simple pour De Rossi parce que en Argentine, on joue très, très ouvert, alors qu'en Italie, c'est plus compact, c'est plus resserré. Bon, on va voir. Même si je pense qu'il vient là plutôt en fin de carrière, il va pas non plus exploser et faire des saisons de malade. Mais pour l'ambiance, pour les supporters argentins, ça va être magnifique. Moi, je pense qu'il peut s'imposer comme un manomètre aussi, hein, au milieu de terrain, être vraiment. Il a quand même une capacité de régulation du ballon, de maîtrise technico-tactique un petit peu sur le centre du terrain. Oui. En Argentine, c'est vrai qu'on respecte pas forcément tous les marquages, on laisse beaucoup d'espace. Lui, derrière tout ça, il va pouvoir se régaler, quoi. Parce qu'il va pouvoir faire des ouvertures. Et Boca Juniors, c'est quand même. Et surtout faire ses tacles. Parce que tellement le jeu, il est rapide là, à se lâcher, quoi. En tout cas, moi, je souhaite qu'il profite. Et la balle est du derby. Franchement, je sais qu'il va. Ça va être bouillant. Il va se faire du plaisir. Ah oui, là, il va être dans la mentalité. Parce qu'il va tacler dans tous les sens. Et là-bas, ils sont beaucoup gueux. C'est la ferveur là-bas, oui, bien sûr. Voilà. Le public argentin aime le. Pourquoi je dis, il va se lâcher. Bien sûr, voilà, il va. C'est ça. Et pourquoi pas remporter des coupes même.
Oui, Ils pourraient avoir un palmarès beaucoup plus. Bien sûr. L'année dernière, c'est vrai qu'ils ont gagné juste. Ils ont fait Le championnat, c'est ça? Non, ils n'ont pas gagné le championnat du coup. Enfin, ils ont perdu en finale de Libertadores contre River Plate. Contre River Plate, oui. Voilà. Et le championnat, ils l'ont pas gagné? Non, ils ont fini 3e derrière. Le premier, c'était le Racing de Avellaneda. De Darius Vitanic et Lisandro Lopez. Et le deuxième, c'était une équipe, le nom m'échappe, mais une toute petite équipe d'ailleurs qui était très surprenante et qui a fini 2e de championnat. Voilà, ils ont fini 3e eux, et River Plate a fini 4e. L'année prochaine, je pense que le plus gros prétendant, ça sera quand même River Plate. Je pense que l'année prochaine, on va avoir un gros combat River Plate-Boca. Pour le championnat. Peut-être une revanche en finale de Copa Libertadores. Ouais, c'est anecdotique, ça. C'est des finales qui arrivent très rarement. Très rarement, c'est vrai. C'était la première. Voilà, c'est compliqué pour que ça puisse survenir une deuxième fois. Mais il va jouer la Libertadores, il va jouer. C'est bon, je veux dire, moi je suis un petit peu ce football argentin et un petit peu ce football sud-américain, et surtout l'argentin. C'est la passion, quoi. Vous allez dans les stades. Moi, ça me rappelle un petit peu aussi les années 90 du football italien, quoi. Vous savez qu'on avait une passion qui était débordante. La passion, elle débordait. On avait des stades à 60, 70 000 personnes, même si vous n'étiez pas champion. Les gens se battaient, entre guillemets, pour avoir des places. C'était on vit le club. On vivait le football. On a perdu ça au début des années 2000 en Italie. Mais jusqu'à la fin des années 90, on l'a vécu. Jusqu'à notre Scudetto, quasiment. Un des derniers véritables Scudetto qui a été vécu avec la passion comme ça. En Italie, pour moi, c'est le nôtre. Ça s'est joué jusqu'à la dernière journée, c'est ça? Voilà. Et c'était des années footballistiques où la passion, il manque ça dans le football maintenant. Elle passait au-dessus du tout. Le football européen. Parce que c'est vrai que le football argentin, lui, il n'a rien perdu. Moi, je vous conseille d'ailleurs quelques matchs de suivre un petit peu. Parce que moi, je sens renaître un petit peu la passion de la fin des années 90 au niveau du football italien. Et eux, ils l'ont encore. Ils le vivent de la même manière. Vous voyez les déplacements massifs de supporters. Voilà, il y a eu d'identité. Donc, messieurs, ben voilà, on a terminé sur cette bonne note sur Daniel De Rossi qui part au Boca Junior. Ce soir, le critiqueur. Salut à tous. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était sympa. On a parlé un peu de tout sur l'actualité. Voilà, petite actualité, voilà, petit bilan de la semaine qui vient de se passer. Jimmy, Gallo Rossi 25. Merci à vous, merci Rabal pour l'invitation. Toujours un plaisir. Bon moment avec de bons échanges. C'est parfait, c'est nickel. Marshall de 13 Magazine, merci également. C'est moi qui te remercie. Tu sais, je suis toujours partant à fond, quoi. Très bien. Très bien. Mes chers auditeurs, merci de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tutti.